Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui vous mettent particulièrement à risque d'être victime? Par exemple, si vous êtes roux, si vous avez des lunettes, si vous êtes blonde, si vous êtes un peu plus grande, un peu plus petit, que vous avez une couleur de peau différente, etc. Est-ce que ça, c'est des caractéristiques qui vous mettent à risque d'être victime? La réponse, elle est oui et non. C'est-à-dire que, en fait, dans les études qu'on a, on n'a pas trouvé une caractéristique physique qui ferait que d'office, vous risquez plus d'être victime. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'on est dans un contexte où il peut y avoir du harcèlement, les auteurs de harcèlement, ils vont avoir tendance à utiliser tout ce qui vous différencie des autres pour vous mettre un peu sur la touche et vous stigmatiser ou se moquer de vous. Et donc, ils peuvent utiliser tout ce que vous avez, le fait que vous avez des lunettes, que vous habillez d'une certaine façon, etc. Tout ça peut être utilisé par des harceleurs ou des harceleuses, mais ce n'est pas nécessairement ça qui, a priori, vous met à risque. Et donc, on a par exemple des classes où ça va être les têtes de classe qui vont être tout d'un coup victimes, mais dans d'autres classes, ça va être plutôt les derniers de classe. Et donc, il y a des classes où ça va être plutôt l'élève d'origine étrangère, mais dans une autre classe, ça va peut-être être justement les quelques élèves d'origine belge qui vont... Et tout ça est très très fluide en fait et dépend vraiment de chaque contexte. Par contre, alors on sait qu'il y a d'autres choses. Si on doit parler des victimes, il y a deux choses qui sont vraiment caractéristiques des victimes. La première, c'est quelque chose autour de l'isolement social. Ce qui est très clair, c'est que les victimes, elles ont tendance à être moins bien intégrées dans le groupe, à avoir moins d'amis, à être un peu moins populaires, parfois à être un peu plus rejetées. Et alors une autre caractéristique très importante, c'est les victimes, elles ont tendance à être moins bien dans leur peau, à se sentir moins bien, à avoir moins confiance en elles. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas si ça, c'est la cause ou la conséquence du harcèlement. Pourquoi? Parce que deux conséquences majeures du harcèlement, c'est quand vous êtes victime de harcèlement et que ça commence à se voir, les autres, ils ont tendance à vous éviter, parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas envie d'être associés à vous, ils n'ont pas envie de devenir la prochaine victime. Ça, c'est une chose. Et ça se voit même quand on observe les élèves plus jeunes, en maternelle, primaire. On voit vraiment sur des vidéos, par exemple, de cours de récréation ou quoi, qu'il y a des élèves comme ça qui jouent avec d'autres, et puis les auteurs de harcèlement arrivent, et on voit tous les autres élèves qui s'en vont, et qui laissent la victime seule. Mais en même temps, c'est clair que le fait que vous soyez moins bien intégré, que vous êtes par exemple nouvelle ou nouveau dans un groupe, aussi vous avez moins de support, vous avez moins de gens qui sont susceptibles de vous soutenir, et donc ça pourrait être aussi un facteur déclenchant. Même chose avec le fait de ne pas se sentir bien dans sa peau. En fait, une des conséquences majeures du harcèlement, c'est une baisse de la confiance en soi et des symptômes qui s'approchent un peu de la dépression. Donc on a l'estime de soi qui baisse, on se sent moins bien, on a une détresse émotionnelle. Mais justement, on sait que quand on est rejeté en général dans la vie, on a exactement ça. C'est-à-dire que ça nous suscite de la détresse émotionnelle, on se sent mal et ça mine notre confiance en nous. Et donc de nouveau, c'est la question de la poule et l'œuf. Est-ce qu'on est victime parce qu'on ne se sentait pas bien à un moment donné, on n'était pas bien dans sa peau, on n'avait pas les ressources pour se défendre et rebondir quand quelqu'un nous embête? Ou est-ce qu'on se sent mal en fait parce qu'on est harcelé? Et probablement que c'est un cercle vicieux, il y a un peu des deux, mais il est quand même intéressant de savoir qu'on a une série de recherches où on a suivi des jeunes pendant plusieurs années et où clairement le fait d'avoir des difficultés au niveau émotionnel, au niveau de la santé mentale, ça vous met à risque de devenir victime. Pourquoi? Probablement aussi parce que soit les harceleurs sont stratégiques et ils vont choisir des gens qui sont plus faibles, qui vont être moins capables de se défendre, tant qu'à faire. Soit les harceleurs, et c'est pas très clair, on ne sait pas très bien, soit les harceleurs, en fait, ils essayent sur différentes personnes. Puis les personnes chez qui ça marche, c'est les gens qui, à ce moment-là, comme je disais, ont moins de ressources, sont moins capables de rebondir, se sentent moins bien, se sentent un peu désarmés. Et chez ces personnes-là, le harcèlement va prendre. C'est-à-dire que les actions des auteurs de harcèlement vont déclencher cette spirale que la victime va essayer de se défendre, mais de façon un peu maladroite. Les autres vont aussi peut-être ne rien faire ou bien rigoler aussi. Et donc on est parti sur ce cycle-là où la victime du coup va se sentir encore moins bien, va se sentir encore moins bien intégrée. Et ça va déforcer encore sa position et ça risque d'installer ce problème d'agression dans la durée. Donc voilà, on est sur ça. Et donc ça veut dire qu'une des pistes de prévention, c'est faire de la prévention en termes de santé mentale pour que les gens se sentent mieux dans leur peau et soient plus à même de rebondir aussi si on les embête. Ça veut dire aussi que c'est parfois des événements passagers. Vous vivez des difficultés en famille, vous vivez des difficultés, vous avez une rupture amoureuse, vous avez des problèmes de santé, des choses comme ça. Vous êtes moins bien et à ce moment-là, il se trouve que quelqu'un essaye de vous harceler et vous ne trouvez pas à ce moment-là la bonne façon de rebondir, de réagir. Et c'est parti pour ce cycle un peu cercle vicieux dans lequel on est pris. Est-ce que les jeunes qui sont témoins ou qui vivent du harcèlement vont spontanément en parler aux adultes de l'école? Non.
En fait, parmi les dernières personnes à qui ils se confient. Ils en parlent, la plupart en parlent, en ont parlé ou ont essayé d'en parler, mais ils en ont parlé à leurs amis, en particulier à l'adolescence, ils en ont parlé à leurs parents, et comme je le disais, les derniers auxquels ils vont en parler, c'est les personnes de l'école. Donc il y a cette situation particulière que ça se passe à l'école, massivement, mais que ce n'est pas toujours facile pour les adultes de repérer ce qui se passe, à la fois parce que ce n'est pas toujours dans les lieux où ils sont présents, que ça ne se passe pas juste toujours en face de leurs yeux, et que c'est un peu quand ils ont le dos tourné, et aussi parce que les jeunes, spontanément, ne vont pas nécessairement aller se confier aux adultes de l'école, mais vont plutôt passer par d'autres personnes pour en parler. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord le statut même de victime. C'est quelque chose qui est honteux pour la plupart des jeunes. Personne n'a envie d'être victime. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes disent « moi, je ne suis pas une victime ». Quand on parle de victime, on a tendance à essentialiser. Une victime est victime par essence. Ce n'est pas quelque chose qui lui arrive de manière fugace dans sa vie, c'est quelque chose qu'elle est. Elle est victime. Et donc, le fait de se reconnaître victime est un problème. Le fait de se reconnaître victime est difficile pour les jeunes. Et peut-être que le terme n'est pas si bien adapté. Dans certains programmes, dans certaines recherches, on parle plutôt du terme de cible, qui est plus approprié pour d'abord dédramatiser et aussi permettre aux jeunes de comprendre que être une cible, c'est quelque chose de temporaire, c'est quelque chose qui peut arriver, mais qui n'affecte pas son identité profonde. La deuxième raison évidente pour laquelle les jeunes ne parlent pas, c'est qu'ils ont peur des représailles, bien sûr. Parler, c'est s'exposer au fait que peut-être les agresseurs, peut-être le groupe qui me harcèle, va continuer à le faire de manière plus soutenue, plus discrète, après que j'ai parlé, et me reprochera en plus, évidemment, d'avoir parlé. Il y a tout un florilège de termes qui existent, balance, poucave, etc., pour les jeunes qui auraient transgressé cette règle du ne pas parler. La troisième raison pour laquelle les jeunes ne parlent pas, c'est une raison très importante, c'est qu'ils veulent nous protéger, nous les adultes, d'une situation dans laquelle on serait mis en inconfort ou en incompétence. C'est pour ça que les jeunes ne parlent pas à leurs parents, parce qu'ils ne veulent pas ajouter aux difficultés, à la peine, à des problèmes dans la famille. Ils ne veulent pas non plus que les parents ou les adultes soient déçus d'eux et une mauvaise opinion d'eux. Et donc, aussi pour nous protéger, pour ne pas qu'on soit mis dans une position où on ne saura pas réagir, les jeunes ne nous parlent pas. Et c'est pour ça que paradoxalement, quand un jeune a de bonnes relations avec un enseignant ou avec un éducateur, il arrive qu'il ne lui parle pas. Et c'est quelque chose que beaucoup d'enseignants ou d'éducateurs se reprochent, se disent « j'aurais dû voir, pourquoi le jeune ne m'a-t-il pas parlé ?» Parfois, il ne vous parle pas parce qu'il a confiance en vous, parce qu'il ne veut pas vous décevoir, parce qu'il ne veut pas vous mettre dans une situation inconfortable. Ce que les jeunes nous disent aussi, c'est qu'ils ne parlent pas parce qu'ils voient que les adultes ne voient pas. Et donc, ils ne veulent pas être les premiers à alerter, à avertir des adultes qui, globalement, ne voient pas la situation. C'est un phénomène qui est très connu, qu'on appelle l'invisible visibilité. C'est Jean-Pierre Bellon qui a trouvé ce terme. L'invisible visibilité, ça veut dire que toutes les situations de harcèlement sont pleinement visibles aux yeux des jeunes de l'école, mais dans une grande partie invisibles aux adultes de l'école. Et ça tient à la nature même du harcèlement. Les adultes ne voient pas pour plusieurs raisons. D'abord, comme le dit Benoît Galland, ils ne sont pas là tout le temps. Ils sont là surtout dans le secondaire à certains moments, à certains temps précis, et le harcèlement, pour une bonne part, se développe dans des temps hors cours, au réfectoire, dans les couloirs, dans la cour de récréation. Donc les adultes ne sont pas toujours là. Ce qui se passe aussi, c'est que les adultes voient parfois les faits qui composent le harcèlement, mais ne font pas des liens entre ces faits. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai vu la petite Charlotte se faire bousculer dans l'escalier. Peut-être que demain, je la verrai, j'entendrai des jeunes se moquer d'elle quand elle viendra faire une démonstration au tableau. Aujourd'hui, j'ai vu Charlotte se faire bousculer, mais j'ai tellement de choses à gérer que 10 minutes plus tard, j'ai oublié que j'avais vu Charlotte se faire bousculer. Je suis intervenue, je continue ma journée, j'oublie. Demain, je verrai la petite Charlotte se faire moquer quand elle vient faire une démonstration au tableau. J'interviendrai, mais je ne vais pas garder trace de ça. Et au final, tous ces petits faits qu'on a vus, mais entre lesquels on n'a pas fait de lien, c'est ça la structure du harcèlement. C'est pour ça qu'une des choses qu'on conseille, nous, aux équipes pédagogiques qui veulent détecter les situations de harcèlement, c'est de tenir, alors individuellement ou collectivement, un journal des faits anodins. Dans ce journal, je peux noter, moi, éducateur, moi, enseignant, tiens, aujourd'hui, j'ai vu la petite Charlotte se faire bousculer. Peut-être que ça n'a aucune importance, peut-être que c'était juste un moment comme ça, dans un jeu, ou un jeune qui a essayé de passer. Peut-être que c'est quand même signifiant. Mais ça, on ne peut pas le savoir avant. Et donc, tenir ce journal des faits anodins, ça permet de faire apparaître une récurrence, un lien entre des événements qui paraissent totalement détachés les uns des autres. Ce que nous disent les jeunes aussi, c'est que les jeunes ne vont pas parler aux adultes parce que les adultes voient et n'interviennent pas. C'est vrai dans une série de situations. Les adultes voient, mais ils n'interviennent pas, d'abord parce qu'ils n'imaginent pas à quel point c'est grave. Ils n'imaginent pas que c'est du harcèlement.
Ils peuvent s'imaginer que c'est des jeux d'enfants, que ça n'est pas du harcèlement. Une autre raison pour laquelle les adultes n'interviennent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas comment intervenir. Dans les écoles qui forment les futurs enseignants, dans les écoles qui forment les futurs éducateurs, on n'apprend pas spécifiquement à intervenir en situation de harcèlement. Et donc, c'est une connaissance qui manque et on préfère parfois ne pas faire que de faire pire que mieux en intervenant de manière inadéquate. Une autre raison pour laquelle un adulte peut ne pas intervenir, c'est que parfois, les adultes ont peur aussi d'être pris dans cette logique du harcèlement. Un grand nombre d'enseignants et d'éducateurs nous confient ce genre de choses, et pour tout enseignant ou tout éducateur qui a eu affaire à un groupe difficile, qui a décidé de ne pas vous faciliter la vie, vraiment, il n'y a pas du tout de quoi être gêné de cette situation. Évidemment que tout adulte, au-delà de son statut d'autorité, a aussi envie que ça se passe bien avec les élèves, a envie de ne pas être la cible d'une dynamique de groupe négative. Et ça, c'est tout à fait normal et il faut pouvoir en parler. Il n'y a pas de honte à en parler, il n'y a pas de honte à dire « voilà, moi je ne suis pas intervenu parce que cette classe est très difficile et que je n'avais pas envie qu'elle se retourne contre moi ». Enfin, les jeunes nous disent qu'ils ne nous parlent pas, nous les adultes, parce qu'ils ont peur qu'on intervienne à contre-temps et à contre-propos. Et ça, assez malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Il peut arriver, par exemple, avec toute la meilleure volonté du monde, quand un jeune vient se plaindre à nous du fait d'être harcelé par d'autres jeunes, qu'on ait envie de résoudre cette situation, de prendre nos responsabilités et d'aller trouver les jeunes qui sont désignés comme étant les harceleurs et de leur dire, en somme, ça va mal finir pour toi si tu continues. Et si la victime vient encore se plaindre, tu auras vraiment affaire à moi. On est content. Généralement, quand on intervient comme ça, on est content de soi, on se dit qu'on a résolu le problème, on se dit qu'on a agi pour protéger un jeune ou une jeune, qu'on a agi pour restaurer la justice. En réalité, ce qu'on a fait souvent, c'est qu'on a donné aux agresseurs l'information que la victime est venue se plaindre et on leur a permis, en fait, puisqu'on n'a fait que les menacer vaguement, on leur permet de réorganiser leur attaque et d'augmenter la pression sur la victime. Et donc, les jeunes ne viennent pas nous voir parce qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur aussi que parfois on les juge et donc que notre réaction ne soit pas bienveillante et accueillante. Pour toutes ces raisons, les victimes ne parlent pas. Une dernière raison pour laquelle les victimes ne parlent pas, c'est qu'il est fréquent, dans le domaine du harcèlement comme dans d'autres domaines, d'avoir la réaction de blâmer les victimes. On va chercher à faire peser la responsabilité sur la victime. C'est quelque chose de très connu. Ça tient à plusieurs caractéristiques psychologiques. La première, c'est ce qu'on appelle le syndrome du monde parfait. Nous vivons dans des sociétés paisibles, nous vivons dans des sociétés relativement sécures, et nous sommes dans l'illusion qu'en réalité, si quelque chose de négatif se produit, c'est tout à fait exceptionnel, c'est tout à fait anormal, et donc cette anormalité, elle doit tenir autant à l'agresseur qu'à la victime. Et donc, il y a une part de la responsabilité qui pèse sur la victime à ce niveau-là. L'autre chose, c'est les enjeux par rapport à la personne qui reçoit le témoignage. C'est un peu comme dans les cas d'inceste. Dans les cas d'inceste, malheureusement, il arrive qu'un certain nombre de mères, par exemple, ne croient pas leur fille qui vient leur dire que leur mari a abusé d'elle ou tenté d'abuser d'elle. Pourquoi ? Non pas parce qu'elles sont de mauvaises mères, mais parce que les enjeux sont terrifiants. Si j'accepte de croire ma fille, ça veut dire, d'une part, que mon mariage et ma famille volent en éclats. Ça veut dire aussi que, si je crois ma fille, moi-même, je n'ai pas su la protéger. Je n'ai pas su voir, je n'ai pas su la protéger. Et cette culpabilité que je vais ressentir, elle est absolument écrasante. Quand on est enseignant, et qu'on est un bon enseignant, et qu'on est un bon éducateur, et qu'on a envie de bien faire son métier, avoir un jeune qui vient vous voir en disant qu'il est harcelé, ça veut dire que vous n'avez pas su voir et que vous n'avez pas su le protéger. Pour certains d'entre nous, cette culpabilité, elle est terrible. Et si l'investissement qu'on a mis dans notre métier, l'investissement qu'on a mis dans notre identité professionnelle est très important, on va avoir moins tendance à croire la victime. Ce sont des mécanismes psychologiques normaux et c'est pour ça qu'il est important d'être bien formé au harcèlement. Pourquoi est-ce que les adultes ont l'impression que c'est un peu la responsabilité de la victime? Il y a cette idée que une fois qu'on est pris dans du harcèlement, en effet, on commence à être en détresse émotionnelle, on est plus isolé socialement. Et donc ça peut donner l'impression à un observateur extérieur qu'en fait on a des comportements sociaux qui ne sont peut-être pas adéquats. Et donc du coup, l'adulte extérieur qui observe la situation se dit mais en fait ce jeune, elle est un peu bizarre ou il est un peu bizarre. Et donc se dit tiens, oui, il a peut-être un peu cherché ou il a peut-être un peu cherché. Il y a aussi peut-être que c'est une façon de se dédouaner ou de se rassurer parce que c'est une situation compliquée à prendre en charge pour les adultes, qui est liée à toute une dynamique dans le groupe de pairs. Et donc même quand on veut intervenir, parfois on a l'impression que ce qu'on a fait n'était pas efficace. Et donc on se dit on a essayé, mais voilà. Et je pense qu'il y a aussi le fait que certains auteurs de harcèlement
ont des très très bonnes compétences sociales, sont des bons manipulateurs ou des bonnes manipulatrices, et donc vont aller raconter des choses aux adultes, vont donner l'impression qu'en fait elles ne font rien ou qu'elles ont fait leur possible et que c'est en fait la victime qui n'a pas pris la balle au bond et qui n'a pas tendu la perche qu'on lui avait tendue. Et d'un côté, on peut aider les victimes, parfois c'est intéressant de se poser la question avec eux, tiens, est-ce que tu n'as pas des gens avec qui tu te sens bien, que tu pourrais plus fréquenter? Comment tu réagis? Est-ce que tu ne pourrais pas améliorer la façon dont tu réagis? Éviter certains types de réactions pour éviter de donner prise en fait aux auteurs de harcèlement. Et en même temps, il ne faut surtout pas que la victime ait l'impression qu'on lui donne le message tu es responsable de ce qui t'arrive. Non, la victime n'est pas responsable de ce qui lui arrive, c'est la faute des auteurs de harcèlement et éventuellement des adultes autour qui ne réagissent pas. Mais c'est certainement pas la faute de la victime, elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive. On peut essayer de trouver avec elle comment elle peut mieux s'en sortir, mais on ne peut pas lui faire porter la responsabilité de ce qui lui arrive.